Allez, on va démarrer du coup. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, mais on va pas prendre trop de retard. Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Olivier Ferrand, je suis responsable avant-vente chez Ligdash et c'est donc moi aujourd'hui qui vais faire la démonstration du produit. Euh, petit, euh, petite remarque au passage, vous avez pas la possibilité d'ouvrir vos micros dans ce meeting. Par contre, vous pouvez ouvrir l'onglet questions de GoToWebinar afin de rédiger vos questions à l'écrit et j'y répondrai à la fin de la présentation. Voilà, on prendra quelques minutes pour lire les questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à commencer à les rédiger parce que c'est vrai qu'à la fin, après, ça peut aller un petit peu vite. Euh, Avant de commencer les démos vraiment à proprement parler live du produit, on va faire un petit tour d'horizon de la société. Je vais vous présenter la société Kedic Dash et le positionnement du produit. Voilà, normalement, vous devriez avoir mon partage d'écran. Donc, Dicdash est une société qui a été fondée en 2006 avec le siège social qui est à Aix-en-Provence, où je me trouve en ce moment même, mais aussi des bureaux à Paris et à Madrid. C'est aujourd'hui environ 150 000 utilisateurs répartis sur 450 clients environ et une présence dans 25 pays. Depuis plusieurs années, on est dans le BI survey de Bark. Alors Bark, c'est un petit peu on présente un petit peu ça comme le Gartner européen, on va dire. Et donc depuis plusieurs années, on fait partie de leur outil benchmarké, on va dire. Le dernier en date étant le 2022, on était leader dans cette catégorie avec un taux de satisfaction très haut de 93% de nos clients. Après, voilà, je vous invite à le télécharger si vous voulez un petit peu plus de détails. Il est sur le site de bi-survey.com si vous souhaitez. La plateforme Dicdash, qu'est-ce que c'est? Alors, on dit que c'est une plateforme pour construire des applications décisionnelles métiers. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va en fait regrouper 4 activités au sein du décisionnel avec Dicdash. Le premier, ça va être tout ce qui va être data préparation. Donc, c'est tout ce qui va être, par principe, se connecter à différentes sources de données, quel que soit leur type. On verra un petit peu plus après en détail quels peuvent être ces types-là. Pouvoir les agréger, les transformer, les nettoyer, les mélanger entre elles s'il y a des besoins, faire du data blending, comme on dit aujourd'hui, etc. Ensuite, ça va être la data visualisation. C'est un petit peu finalement notre cœur de métier, c'est de restituer ensuite cette donnée de manière visuelle, donc dans des data visualisations, aux utilisateurs. Ces data visualisations, elles peuvent proposer après de l'interaction aussi à ces utilisateurs. Donc, plutôt que de consulter simplement des data vis, on va pouvoir interagir par du clic notamment pour faire des actions comme de la navigation dans la hiérarchie, du filtrage, de l'ouverture de détails, etc. Donc on verra un petit peu quelles pourront être ces interactions dans la démo par la suite. On va aussi faire de la publication. Donc l'idée effectivement, c'est qu'une fois qu'on a produit ces data visualisations, c'est de les restituer à l'utilisateur. Pour ça, il y a plusieurs vecteurs. Bien entendu, il y a le web, donc c'est ce qu'on va regarder principalement aujourd'hui. Ce sont les tableaux de bord dynamiques qui sont accessibles dans des navigateurs, qu'ils soient sur mobile, sur tablette ou sur PC, ordinateur en général. Et on va aussi être capable avec Dash de pousser, de produire des documents plus typés Office, donc du reporting finalement. Donc, ça va être du rapport PowerPoint, PDF, Excel, CSV par exemple, ou voire même HTML, notamment très utilisé quand on va vouloir faire de l'envoi par email par exemple. Et enfin, on va proposer des fonctionnalités d'analyse avancée qu'on va retrouver notamment accessibles dans tout ce qu'on appelle la donnée en libre service, hein, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. Dicdash, c'est configurable à façon. Donc, on va bien le voir aussi, ça, dans les exemples, aussi bien au niveau de la charte graphique que des processus métiers, que des interactions qu'on va pouvoir offrir à nos utilisateurs. C'est assisté dans une certaine mesure par de l'IA, notamment sur les fonctionnalités de requête en langage naturel et de découverte des données qu'on va voir aussi juste après. Donc, aujourd'hui, Dicdash, on fait des tableaux de bord qui vont adresser 3 grands besoins, on va dire, dans les organisations avec qui on travaille. Le premier, c'est le tableau de bord de pilotage ou de stratégie. Donc l'idée, c'est des tableaux de bord. On va pas passer énormément dessus parce qu'en termes de fonctionnalités, ils vont pas présenter énormément de fonctionnalités comme le tableau de bord d'exploration. C'est des tableaux de bord plutôt pour du top management où on va présenter
de manière très synthétique des indicateurs clés de performance pour prendre des décisions rapides et éclairées par rapport à ça. Mais donc, effectivement, c'est pas des tableaux de bord, on va retrouver beaucoup de navigation, de filtrage, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue très synthétique, très rapide d'indicateurs clés. Euh, Ensuite, on a le tableau de bord d'exploration opérationnelle. Lui, finalement, c'est vraiment le tableau de bord destiné à l'utilisateur métier qui souhaite faire de l'analyse. Au-delà de simplement consulter sa donnée, il veut faire de l'analyse, il veut naviguer dedans, il veut interagir, il veut filtrer, croiser des éléments ensemble, etc. Donc, c'est vraiment le tableau de bord, comme on l'entend et comme on le voit le plus souvent aujourd'hui, qui va offrir un maximum de fonctionnalités aux utilisateurs pour qu'ils puissent interagir avec leurs données. Et enfin, le tableau de bord de communication, de partage. Alors ça, c'est plutôt un tableau de bord qui, en principe, est destiné à une population de masse. Hein, et donc, au-delà de simplement présenter de la donnée, c'est un tableau de bord dans lequel on va pouvoir ajouter beaucoup d'aides, beaucoup de guides, beaucoup d'éléments de contexte à offrir à l'utilisateur en plus de la donnée pour qu'il comprenne et qu'il s'approprie effectivement au mieux la donnée qu'on souhaite lui exposer. Je vais vous montrer un exemple aussi par la suite. En termes de positionnement, donc l'idée c'est que on est centré sur l'utilisateur, bien entendu. Donc l'idée c'est bien de le rendre autonome, de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur accède et puisse accéder d'une manière ou d'une autre à DigDash, d'où la diffusion multi-support, d'où le fait qu'on puisse aussi pousser du rapport par email sur les serveurs de documents, qu'on puisse y accéder sur tablette, sur mobile, sur PC, etc. Et quel que soit, bien sûr, aussi l'OS sur lequel on se trouve, bien entendu. Donc, on va être avec DigDash fédérateur des activités décisionnelles citées ci-dessous. Donc, on va faire de la consultation, de l'exploration, de l'analyse, de la prédiction et de la création avec DigDash. Et ça, bien sûr, c'est suivant les droits et les profils qu'on va créer et qu'on va donner à nos utilisateurs. Bien entendu, ils auront peut-être certains le droit de tout faire, d'autres certaines actions dans DigDash, etc. Ça dépendra de leur profil, bien entendu. C'est collaboratif aussi, notamment parce qu'on appelle le commentaire contextuel qu'on va voir aussi en démonstration juste par la suite. En termes de concept, donc premièrement l'agilité, donc que ce soit en termes d'installation, de mise à jour, d'exploitation de DigDash, on va être assez simple effectivement sur tous ces aspects pour vraiment qu'on puisse vite se concentrer sur le produit, sur les fonctionnalités et pas sur des aspects vraiment plus techniques qui n'apportent pas grand-chose forcément. En termes d'ubiquité aussi, on va supporter tous les navigateurs. Alors que j'ai dit tout ça, pour accéder à DigDash, qu'on développe dans DigDash ou qu'on soit simplement en train de consulter de l'information, on n'a besoin que d'un navigateur. Il n'y a pas d'application lourde installée sur des machines. Donc ça, c'est aussi un point assez important. Pareil sur mobile, il suffit d'avoir un navigateur. Et après, comme je disais aussi, on peut pousser du rapport sous forme de mail ou de SMS pour les rapports simples textuels, par exemple. En termes de design, donc DigDash est développé toujours avec à l'esprit un souci de le rendre simple et d'offrir la meilleure expérience utilisateur toujours. Donc ça, je vous en laisserai juge quand vous verrez les différentes interfaces. En termes d'utilisateurs, justement, on va là aussi identifier trois grandes catégories d'utilisateurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut y en avoir plus ou moins suivant les organisations, ou des fois, les frontières peuvent être un peu floues entre certains. Ça dépend vraiment des organisations, bien sûr. Mais disons que c'est les trois qui se détachent le plus. Donc, le premier, ça va être l'utilisateur métier, bien sûr. C'est celui nous, on considère qu'il n'a pas de compétences informatiques, ou en tout cas pas besoin de compétences informatiques. Il n'est pas habitué à manipuler la donnée non plus outre mesure, c'est pas un spécialiste de la data, ni rien. Mais par contre, il va bien sûr pouvoir consulter et interagir avec les tableaux de bord dont j'ai parlé justement, les tableaux de bord de type opérationnel ou métier, de manière très simple. Finalement, il n'a pas besoin d'autres compétences que sa propre compétence métier pour manipuler, pour faire de l'analyse, pour naviguer dans ces données. Ensuite, on a l'utilisateur intermédiaire. Donc lui, on considère qu'il a des compétences informatiques, alors certes limitées, mais un peu plus, on va dire, que l'utilisateur métier. Il est peut-être habitué à manipuler un petit peu de la donnée, peut-être qu'il sait faire des rapports croisés, des tableaux croisés dynamiques dans Excel, des rapports, des petits rapports BO, des choses comme ça. Donc il va aller un petit peu plus loin. Donc lui, il va bien sûr accéder au tableau de bord comme l'utilisateur métier, mais il voudra aller un petit peu plus loin et accéder à ce qu'on appelle la donnée en libre service, ou Service BI, peu importe. L'idée, c'est que c'est des fonctionnalités qui va lui donner un peu plus le champ libre pour créer des nouvelles vues, des nouveaux rapports, voire même des tableaux de bord de manière très simple. Donc pour ça, en fait, pour répondre à ces problématiques, on l'a
trois fonctionnalités qui sont l'analyse ad hoc, la requête en langage naturel et l'assistant de création de tableau de bord qu'on verra par la suite aussi. Et enfin, on a l'utilisateur avancé qui, lui, doit garantir la cohérence des données. Il a des besoins forts de productivité, d'industrialiser un certain nombre de processus, dans la data préparation notamment, et d'élaborer des graphiques ou des data visualisations plus complexes. Donc lui, c'est l'utilisateur qui va accéder notamment au studio, qu'on ne verra pas dans cette démo pour des raisons de temps, parce que c'est pas le sujet sur une première démo. Mais voilà, sachez qu'il y a une partie studio beaucoup plus avancée en termes de data préparation, etc. Et c'est plutôt ce genre d'utilisateur, effectivement, qui va y accéder. En termes de sources de données, on va adresser les deux grandes catégories de sources de données qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, tout ce qui va être structuré, donc les bases de données, je ne vais pas toutes les citer, il y en a peut-être plus de 50, voire bien plus encore aujourd'hui. Donc voilà, mais bien sûr, on se connecte à toutes les bases de données représentatives du marché, à des systèmes décisionnels aussi. On peut se connecter pour récupérer de la donnée dans des rapports BO, Cognos ou BERT par exemple, etc. Après, je vais pas citer aussi tous les connecteurs particuliers, voilà, qu'il peut y avoir à Snowflake, BigQuery, Elasticsearch, etc. Il y en a effectivement un certain nombre. Et après, on va bien sûr se connecter à tout ce qu'on appelle semi-structuré ou fichier plat, donc CSV, JSON, XML, MDB, etc. Qui se trouvent sur des serveurs de documents, dans des data lakes ou sur de l'API web, par exemple, accessible par de l'API web. En termes de fonctionnement technique, on va dire, Digdash repose sur ce qu'on appelle une base d'analyse. Donc, c'est une sorte c'est pas une base de données en proprement parler, c'est un format dans lequel on stocke nous la donnée qui va permettre d'offrir trois grands avantages. Donc, des fois, on appelle ça des cubes de données aussi, même si c'est un petit peu différent des cubes de données encore en termes de fonctionnement. Mais disons que ça offre ces trois grands avantages qui sont d'une part la rapidité, c'est-à-dire qu'on va être sur, sur ces données, on va être très rapide à les parcourir, à les agréger, à faire des calculs dessus, grâce à cette base d'analyse. Le deuxième avantage, c'est que ça offre des possibilités de scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, au fur et à mesure que le temps passe et que on a des besoins de plus en plus gros en termes de volumétrie, etc., on pourra rajouter des serveurs Digdash qui vont ensuite fonctionner en clustering, hein, afin de se répartir au mieux les tâches de calcul notamment. Et enfin, c'est un petit peu la combinaison des deux avantages précédents, mais du coup, ça permet, Digdash peut comme ça adresser des très gros volumes de données tout en garantissant des temps très performants de restitution graphique pour les utilisateurs dans leur tableau de bord. Quand je parle de gros volumes de données, on n'a pas tous le même référentiel forcément, donc on parle de milliards de lignes ici en l'occurrence. En termes d'architecture, donc on est sur un déploiement sans contrainte. On va fonctionner aussi bien dans le cloud que sur site, on-premise. Les plateformes cloud, ça peut être de l'Azure, de la l'AWS, du GCP, de l'OVH, un petit peu tout ce qu'on trouve aujourd'hui. On va aussi dans Digdash pouvoir facilement implémenter des contextes de personnalisation de données, pour sécuriser la donnée à la ligne notamment. Donc on pourra effectivement à façon comme ça créer des périmètres utilisateurs pour faire en sorte qu'ensuite quand un utilisateur se connecte à un tableau de bord ou reçoit des rapports par exemple de manière automatique, il ne voit bien entendu que la donnée auquel il a droit par rapport à son périmètre. Ensuite, on va aussi, alors c'est responsive design, ouais, pardon, j'ai oublié juste la ligne, voilà, c'est responsive design, effectivement, les tableaux de bord, en fait, il peut y avoir deux modes, hein, un mode proportionnel ou responsive design, mais les deux modes, effectivement, se permettent d'adresser et surtout de retailler en proportionnel les éléments par rapport aux résolutions de l'écran dans lesquelles ils sont joués, notamment. Deux petites secondes. Et donc ensuite, on va aussi s'intégrer très bien à un système d'information. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, on va pouvoir se connecter à des annuaires d'entreprise qui va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir faire l'authentification des utilisateurs si on ne souhaite pas les authentifier directement avec Digdash.
qui a son propre LDAP, on peut se connecter à des annuaires d'entreprise, des AD, des LDAP existants pour pouvoir leur confier l'authentification des utilisateurs, par exemple. On peut aussi s'interfacer avec des systèmes standards de single sign-on, du SUMAD2, de l'OpenID, du CAS, du Kerberos, du NTLM, etc. On va aussi pouvoir se connecter à tout un ensemble d'applications de gestion de données ou documentaires, pour y faire principalement deux choses. D'une part, pour aller récupérer de la donnée source qui pourrait servir dans Digdash pour de l'analyse, mais aussi pour y pousser des rapports si on le souhaite. On pourra utiliser ces serveurs d'applications pour y pousser des rapports Excel, CSV, MDB, PDF, etc. Si on ne souhaite pas, par exemple, les envoyer par email. Et enfin, étant donné qu'on est sur des technologies full web vraiment, et que chaque objet dans Digdash a son propre identifiant, sa propre URL quelque part, on va pouvoir comme ça s'intégrer dans des portails existants de manière très simple, que ça soit un tableau de bord complet, une partie de tableau de bord ou simplement un graphique ou des graphiques en solo, j'ai envie de dire. En termes de références, quelques références, bien sûr c'est pas exhaustif, mais c'est quelques références pour déjà montrer les différentes typologies d'entreprises aujourd'hui avec lesquelles on travaille, que ce soit aussi bien des petites et moyennes entreprises, on va dire, ou des entreprises même dans le CAC 40, beaucoup dans le secteur public aussi aujourd'hui avec la présence de Digdash dans des grands ministères, dans les conseils départementaux et régionaux, dans les grandes villes, dans des institutions aussi comme l'INRAE, la STAFER, le CEA, le CNRS, etc. Et après, bien entendu aussi des entreprises qui ont des métiers divers et variés avec des télécoms, de la logistique, du retail, de la finance, de la banque, etc. Voilà pour les quelques slides. Maintenant, on va pouvoir passer aux démonstrations. Pour la première démonstration, alors je vous rappelle effectivement que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir vos micros, mais vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a un onglet, un encart, on va dire questions dans GoToWebinar qui vous permet effectivement de les rédiger pendant la présentation. On va maintenant passer du coup aux démos. Alors avant de passer au tableau de bord d'exploration ou opérationnel, on va dire métier, qui est le plus dense en termes de fonctionnalités que je vais vous leur montrer aujourd'hui. On va d'abord montrer un exemple de tableau de bord de communication parce que c'est effectivement un tableau de bord qui se fait de plus en plus pour certains sujets dans les différentes organisations aujourd'hui. Et j'en ai un qui est très intéressant à montrer aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un bon exemple de tableau de bord de communication qui illustre bien le concept. C'est aussi un très bon exemple d'intégration web qu'on sait faire avec Dash. Et quand on parle d'intégration web, je ne parle pas simplement de mettre un tableau de bord dans une page web. Je parle aussi d'intégration en termes de charte graphique, en termes de couleurs, en termes d'ergonomie, etc. Donc, on va voir jusqu'où on peut pousser Digdash effectivement aussi au travers de cet exemple. Et cet exemple, c'est celui du tableau de bord du Covid qui se trouve sur le site de Santé publique France. D'ailleurs, tout le monde y a accès. Vous pourrez y aller après si vous voulez voir comment il fonctionne. Et donc, quand j'arrive sur la page de Santé publique France d'accueil, je peux cliquer ici pour me rendre dans la page où effectivement il se trouve le tableau de bord Digdash. Donc, c'est, comme je disais, un bon exemple d'intégration. Pour tout vous dire ici, le site de Santé publique France, voilà, à peu près au niveau voilà, du petit bandeau bleu, là, on commence, c'est là où commence le tableau de bord Digdash. C'est le tableau de bord Digdash qui a été embeddé, on va dire, ici à cet endroit-là. Donc, tout ce que vous voyez après à l'intérieur, c'est du pur tableau de bord Digdash. Donc, un tableau de bord de communication, plusieurs choses qui va le caractériser. Le premier, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on a affaire à une population de masse. On ne sait pas, en principe, le rapport qu'a cette population avec la donnée directement au sujet. C'est bien le cas ici, et ni son degré ou son aisance avec l'outil informatique, et encore moins avec des outils de data visualisation. Donc, en partant de ce constat-là, il faut non seulement présenter la donnée de manière simple et claire, mais aussi apporter beaucoup d'éléments de contexte. Et c'est ce que va permettre un tableau de bord Digdash finalement, au-delà d'apporter et de présenter de la donnée. Comme on le voit ici un petit peu plus bas dans la page, on commence à avoir des tuiles avec des chiffres, etc. Ça, c'est de la pure data visualisation.
Hein, c'est pas la data vise. Finalement, ça va pas être que des camemberts et des histogrammes. Hein, bon, il y a aussi un petit peu des choses comme ça, comme de l'infographie, des tuiles. On va retrouver plein de choses comme ça. Et au-delà de montrer justement ces data vises, vous voyez ici, il y a plein d'éléments autour qui permettent effectivement d'apporter du texte, de donner des liens pour aller voir plus de renseignements, etc. Donc toujours l'idée ici d'un tableau de communication, c'est d'apporter beaucoup d'explications, beaucoup d'éléments de contexte et pas simplement de balancer comme ça un petit peu des data visualisations dans la page. Ce qu'on va avoir aussi ici, ben, vous le voyez aussi sur les tuiles, hein, c'est sur les graphiques en soi. Vous allez pouvoir aussi rajouter des champs de description. Là aussi, l'idée, c'est d'utiliser ces champs, on le voit ici notamment, pour apporter de l'explication sur l'indicateur qu'on montre ici en l'occurrence. Cette explication s'appelle tout simplement s'il y a une règle de gestion particulière, expliquer comment elle a été appliquée, si la donnée vient d'un endroit particulier aussi, pourquoi pas l'expliquer en tout cas le décrire aussi dans ce champ-là en particulier, etc. C'est d'autant plus important quand on parle de données de santé, comme c'est le cas ici, où il faut être très clair sur les règles, comment sont calculées les choses, etc. Donc on peut utiliser aussi ces champs sur chaque indicateur d'aide quelque part qui permet de décrire un petit peu plus ce qu'on est en train de regarder, si ça parle pas de lui-même. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup après dans ce tableau de bord aussi de communication? Ben, vous voyez, vous avez un défilement vertical. Alors c'est pas anodin, le défilement vertical, il est fait exprès. Pourquoi? Parce que il donne finalement un sens dans la navigation, il impose un sens dans la navigation de l'utilisateur. C'est-à-dire que par ce défilement finalement vertical, on lui impose un sens de lecture, un certain sens dans la découverte des données qu'on lui soumet. D'accord? Donc il est un petit peu fait exprès ici, en l'occurrence, ce défilement vertical. On pourrait s'en passer hein, la plupart des tableaux de bord qu'on fait, d'ailleurs c'est le cas des tableaux de bord métier, mais ici il est fait à dessein, j'ai envie de dire. Et donc, après, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce tableau de bord? Ben, on va effectivement avoir sur cette page d'accueil quelque part des tuiles qui nous montrent les indicateurs clés. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'on va faire tous les tableaux de bord, d'ailleurs même les tableaux de bord métiers que je vais vous montrer après. L'idée, c'est quand même toujours de partir d'une vue assez synthétique, assez agrégée, pour ensuite aller dans le détail. Bon là, bien sûr, on va pas avoir après des interactions de partout et tout, parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop l'aisance que peuvent avoir les utilisateurs à manipuler un tableau de bord sur le site de Santé Publique France. Mais quand même, on va quand même avoir ce cheminement où on part d'une vue synthétique et puis après on va un petit peu zoomer quelque part. Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux d'incidence. Et ben je vais cliquer sur le taux d'incidence et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben on me transporte quelque part dans la page où je parle spécifiquement du taux d'incidence. Donc j'en parle au travers différents autres axes d'analyse. Ben ici, le temps notamment. Comment il a évolué dans le temps, ce taux d'incidence. J'ajoute même quelques autres indicateurs pour être un peu plus exhaustif sur ce sujet-là. Je descends un petit peu. Bah, ici, je regarde effectivement quel est l'état au niveau géographique, comment il est et où il est le plus fort, notamment sur le territoire, pourquoi pas. C'est à la dernière date connue de données, mais je peux aussi remonter sur une date, par exemple ici particulière, pour aller voir comment il était à ce moment-là, spécifiquement sur le territoire. Je peux même interagir un petit peu. Là aussi, on a été un petit peu, on s'est restreint sur les interactions encore une fois, mais il y en a quand même certaines qui sont très intuitives en principe en plus. Donc ici, je peux très bien aller cliquer sur un département, sur une région, pardon, en particulier pour voir le détail des départements qui le composent, voire même, moi, je m'intéresse effectivement aux Bouches-du-Rhône, donc je clique sur les Bouches-du-Rhône et je vois ensuite le détail par rapport aux Bouches-du-Rhône. Donc là, on commence à voir aussi ce qu'apporte un tableau de bord finalement, c'est l'interaction et surtout le changement de contexte au sein des pages de tableau de bord quelque part. C'est-à-dire que quand on va commencer à interagir avec des graphiques, avec des filtres, etc., l'idée c'est que tout interagisse ensemble. Et ici, on le voit bien, j'ai filtré sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, ben, ça a pas simplement agi sur la carte directement, mais ça a propagé de l'information aux autres graphiques de la page. Donc ici, c'est l'évolution dans les Bouches-du-Rhône que je regarde là, etc. Ici, c'est le tableau dans les Bouches-du-Rhône et ainsi de suite. Et après, si je veux remonter bien sûr à un niveau global, je veux revenir en France, je n'ai qu'à remonter mon fil d'Ariane, par exemple, etc. Donc ça, c'est un élément clé des tableaux de bord, c'est que les éléments entre eux vont interagir, vont s'échanger de l'information, vont se croiser pour affiner toujours la donnée là où ça nous intéresse. Okay. Ensuite, je vais pas forcément passer toutes les pages, c'est assez dense quand même. Hein. Il y a beaucoup d'informations sur ce tableau de bord, Santé Publique France.
Vous pouvez bien sûr aller le consulter, il est public et ça vous permettra d'avoir déjà une petite, un petit, voilà, une petite interaction déjà avec un tableau de bord Dash, si vous le souhaitez. On va maintenant passer au tableau de bord type métier opérationnel. Et là, on va rester un petit peu plus longuement parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Alors, déjà, pour introduire le sujet, ce tableau de bord, il parle de chiffre d'affaires, de marge, notamment, donc d'indicateurs financiers. Donc moi, je suis quelqu'un qui consulte ce tableau de bord, qui travaille pour une chaîne d'hypermarché, d'accord? Et dans ce tableau de bord, notamment, ben, moi, je m'intéresse aux indicateurs ben, financiers, chiffre d'affaires, marge, etc. Mais pas que, aussi, par exemple, de satisfaction client, c'est-à-dire mes clients mettent une note dans les magasins hein, de 1 à 10, voilà, pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas. Je vais aussi m'intéresser à des campagnes de télémarketing qu'on fait aussi pour cet hypermarché. Donc, des campagnes de télémarketing qui sont mesurées, on le voit sur les indicateurs un petit peu plus foncés en bas, par le coût, la durée, la qualité de communication, etc. En gros, je vais voir un petit peu dans ce tableau de bord ben, l'impact justement de ces campagnes de télémarketing sur mes indicateurs de type financier, etc. Donc, j'arrive toujours, bah, c'est le même principe que tout à l'heure, j'arrive sur une page très synthétique. Hein. L'idée, c'est pas que j'arrive sur une première page et qu'il y ait 40 graphiques différents de partout, etc. Il faut quand même que ça soit organisé de manière bah, justement à aller partir du synthétique pour aller dans le détail, hein, pour faciliter un petit peu la vie de l'utilisateur métier. Donc, une vue synthétique avec des tuiles et des indicateurs bah, j'ai envie de dire dans leur plus simple appareil finalement. Ceci étant, j'ai quand même mis ici en haut certains filtres qui me permettent déjà d'affiner ces indicateurs grosse maille, j'ai envie de dire. Donc moi, je m'intéresse par exemple à une année en particulier, pourquoi pas, voire même je veux cumuler plusieurs années entre elles, qu'elles soient continues ou pas, par exemple ici 2018-2020. J'ai mis aussi la période finalement sous forme de calendrier à double intervalle aussi, si je veux quelque chose de plus précis dans le temps, par exemple, je peux aller le chercher plus spécifiquement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une chaîne d'hypermarché qui est en plus mondiale, donc je peux ici explorer un petit peu plus mon axe géographique, donc on va aller voir ce qui se passe, pourquoi pas en Europe, en France, et puis après choisir une région en l'occurrence. Donc ici, ce qu'on voit aussi clairement, c'est que les filtres ont ce qu'on appelle un effet entonnoir, c'est-à-dire que les filtres se filtrent eux-mêmes quelque part. Étant donné que j'ai choisi la France et une période de temps juste avant, eh ben, on me montre que des données ben, bien sûr qui sont en France, ici, et qui ont des données pour cette période de temps. C'est pour ça que je n'ai que quelques régions françaises ici en Corse. Et je vais choisir Corse et revenir en 2020 pour avoir un peu plus de données d'ailleurs. Je vais retirer d'ailleurs momentanément Corse pour vous montrer aussi cette boîte que j'appelle la boîte Omnichamp quelque part, qui permet, en tapant quelques caractères, de chercher la correspondance qu'il pourrait y avoir dans n'importe quel champ de ma donnée et ensuite, comme ça, choisir l'élément qui m'intéresse pour le filtrer directement. Ça peut me permettre effectivement d'éviter de mettre un peu des filtres de partout dans ma page, surtout quand j'en ai beaucoup, et de concentrer tout ça en une seule boîte de recherche. Ça peut effectivement être très bénéfique pour aérer un petit peu justement et libérer un petit peu les espaces dans les pages de tableau de bord qu'on reçoit. On va descendre un petit peu d'un cran, on va s'intéresser à une tuile en particulier. Là aussi, c'est un petit peu le même principe que je vous ai montré tout à l'heure sur le site de Santé publique France, c'est que je me suis servi de ces indicateurs, de ces grosses tuiles pour en faire une sorte de sommaire aussi et partir de là pour aller dans les pages qui m'intéressent. Donc moi, je m'intéresse au chiffre d'affaires ici en France, je clique dessus et j'arrive dans la page effectivement ben, où j'ai le chiffre d'affaires décliné suivant différents autres axes d'analyse. On voit au passage que les filtres ont été propagés. Donc, par défaut, c'est le comportement voulu. Les filtres se propagent de page en page s'ils ont du sens, bien sûr, et s'ils restent compatibles avec les éléments de la page dans laquelle j'atterris. C'est un choix. Après, on peut très bien aussi l'enlever, ce comportement, spécifiquement sur une page ou sur plusieurs. Mais par défaut, c'est plutôt logique, effectivement, qu'il se transporte comme ça. Je vais les retirer ici momentanément pour avoir un peu plus de données. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette page de notable? Déjà, un graphique de type carte. Alors, Digdash, quand on va importer la donnée, il va repérer certains types de champs particuliers, et notamment ce qu'on appelle les dimensions géographiques. Donc là où il y a de l'information géographique notamment, et ça va être très utile pour faire tout un ensemble de graphiques, mais surtout des graphiques de type carte. Alors ici, on retrouve une carte assez simple de type chloropète. Donc c'est effectivement des zones qui sont colorisées suivant un indicateur plus ou moins foncé.
mais qui exploite aussi la hiérarchie. La hiérarchie, parce que dans mes données, moi, j'avais un degré de finesse qui allait jusqu'à la région, en l'occurrence. Donc ici, je pars effectivement du monde, mais je peux maintenant descendre, aller voir ce qui se passe sur le continent européen notamment, et pourquoi pas aller en France pour avoir le mon détail le plus fin qui est la région. On pourrait descendre comme ça jusqu'aux communes, par exemple. J'ai fait aussi une petite interaction qui me permet de passer sur un tableau de détail quelque part si je préfère quelque chose de plus d'un peu plus précis, voilà, un peu plus tabulaire, on va dire. Bien entendu, vu que c'est une hiérarchie, je peux remonter ici mon fil d'Ariane et aller explorer d'autres choses pour aller voir, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Et si je préfère quelque chose de plus visuel, je repasse sur la carte ici, par exemple. Donc la navigation dans la carte, elle a, ou dans la hiérarchie en particulier, elle a deux impacts. On descend dans les niveaux sur le graphique dans lequel on se trouve, mais aussi ça filtre le reste de mon tableau de bord. Donc ici, c'est bien les 10 meilleurs produits aux États-Unis que je regarde et l'évolution de mon chiffre d'affaires aux États-Unis ici. Et si je veux revenir à un niveau mondial, je remonte mon fil d'Arial et je retrouve mes données, voilà, tout pays confondu ici en l'occurrence. On va rapidement passer sur d'autres pages que je ne vais pas commenter forcément. L'idée, c'est plus de vous montrer d'autres styles de pages qu'on a pu faire ici dans la démonstration et d'autres types de graphiques qu'on a pu utiliser, même si c'est pas exhaustif. Voilà, on retrouve les graphiques plus ou moins classiques et dont on a besoin le plus souvent. On va s'arrêter plutôt sur la page comparaison euh, pour deux choses principalement. Déjà, pour parler un petit peu de l'association de données dans Bigdash. Donc l'association de données, qu'est-ce que c'est? C'est finalement déjà, première chose, c'est qu'on va pouvoir mélanger dans une même page de tableau de bord des visualisations qui se basent sur de la donnée euh, qui vient de systèmes différents. Et ici, les trois graphiques de la partie supérieure se basent sur un dataset qui est une requête SQL sur une base de données en l'occurrence. Et le tableau en dessous, lui, se base sur un autre dataset tout à fait différent, qui parle de chiffre d'affaires d'ailleurs, rien à voir, mais et qui se base sur un fichier Excel. Donc déjà, première chose, voilà, dans Digdash, rien ne m'empêche de mélanger tous ces types de graphiques qui se basent sur des données très différentes dans la même page. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Mais même, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va tenter de détecter les champs qui pourraient être en commun dans ces deux datasets. Et c'est le cas ici. En gros, on a trouvé des champs qui sont en commun, qui sont en l'occurrence la date et la géographie. Ce qui fait que maintenant, si je m'amuse à filtrer, par exemple, sur une date et une année particulière, par exemple 2020, j'ai aussi bien les graphiques que le tableau qui réagissent encore une fois, même s'ils sont sur deux datasets très différents. Et de la même façon, ici, si je m'amuse à descendre, par exemple en France, la géographie est un champ commun entre les datasets, donc on voit que le tableau est descendu aussi en France par la même occasion, parce que voilà, il est synchronisé de la même manière. Par contre, si je considère par exemple famille de produits, on voit que quand je vais dessus d'ailleurs avec la souris, il n'y a que le tableau qui est en surbrillance, c'est une sorte d'effet ombré autour pour vous indiquer que lui seul, finalement, va réagir par rapport au fil que je vais mettre. Donc si je pose effectivement un fil sur les télécoms, on voit qu'il n'y a que le tableau qui réagit à ce nouveau filtre-là, en l'occurrence. Euh, voilà pour les capacités d'association de données de Digdash. Et ça, bien sûr, j'ai pas besoin pour faire ça, pour arriver à ce résultat, de faire des opérations particulières, de mélanger les modèles de données par la jointure de l'union, des choses comme ça. Même si c'est possible dans Digdash, mais pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire fusionner des dimensions communes entre elles, il n'y a pas besoin de faire quelque chose en particulier. Ça se fait tout seul dès lors qu'on va mélanger les graphiques dans la même page. Ensuite, on va passer à un autre aspect important de l'outil qui est le partage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, l'utilisateur, au fur et à mesure de son analyse, il va faire des découvertes qui vont l'intéresser particulièrement et qui va vouloir partager aussi, pourquoi pas avec d'autres utilisateurs, qui soient dans le système de Zigdash ou pas d'ailleurs. Donc, première chose pour partager l'information, c'est tout ce qu'on va être capable de faire en termes d'export. Donc, l'export, c'est quoi? C'est par exemple, je me balade dans un graphique, ici il y a une hiérarchie, je vais me balader un petit peu, hop, je m'intéresse à ce niveau-là. Tiens, celui-là, l'administration, ça m'intéresse, l'IT, le purchasing, le légal, etc. Je vais faire un export. Donc ici, je peux cliquer pour choisir le format d'exportation. Alors bien sûr, c'est soumis à des droits qu'on donne ou pas aux utilisateurs, hein, toutes ces options que je vous montre. Je n'ai pas obligé de leur permettre de faire tous les exports possibles et imaginables, par exemple.
Donc, si je fais une sauvegarde en PDF, eh ben, ça me génère un fichier PDF, voilà, que je télécharge et que je peux maintenant stocker, envoyer. J'en fais tout à fait ce que je veux. Il n'a pas besoin de Digdash, bien entendu, pour fonctionner, pour être lu. Ensuite, on a la possibilité de faire du PowerPoint. Alors, PowerPoint, c'est souvent plus intéressant parce qu'on a des outils pour le modifier, contrairement au PDF. Enfin, intéressant, ça dépend de l'objectif qu'on a. Mais en tout cas, on a des outils pour le modifier. Et donc, ce qui fait que ici, alors je vais juste moi l'ouvrir avec Google Slide parce que j'ai plus de licence PowerPoint pour modifier le fichier. Et on va l'ouvrir ici. Donc ici, c'est un vrai voilà, on le voit d'ailleurs, c'est un vrai dessin vectoriel PowerPoint. Donc sur ma démo précédente, j'avais commencé effectivement à séparer des éléments, à en prendre un, l'agrandir ou le rétrécir sans perte de qualité. On n'est pas sur une image qu'on a générée dans PowerPoint, on est sur un vrai dessin vectoriel PowerPoint. Donc on peut effectivement après le modifier à souhait, lui appliquer des effets particuliers. Et bien sûr, comme on est dans PowerPoint, rajouter, pourquoi pas des titres, des commentaires, des éléments en plus pour l'envoyer au final ou le présenter par exemple. Donc ça, c'est pour l'export PowerPoint. Ensuite, on a des exports beaucoup plus classiques, hein, comme l'export Excel, CSV, etc. Donc si je fais par exemple un export Excel de la carte, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'exporter finalement les colonnes qui servent à construire cette carte. Donc une colonne avec les régions et une colonne, puis il est passé sur l'autre écran, et une colonne avec mes coûts de communication notamment. Donc, d'ailleurs, au passage, les coûts de communication, je dis que ça devait être formaté en euros, des chiffres près à la virgule, etc. dans le Big Dash. Il respecte aussi cette contrainte lorsqu'il va faire des exports. Ici, on le retrouve bien dans Excel. On a créé un format du coup euro. Et derrière, il y a des vrais chiffres. Je peux continuer à faire les calculs, des formules, des sommes, des minimums, des maximums, des moyennes, etc. dans Excel parce que ça reste aussi vraiment un vrai chiffre ici au niveau des indicateurs. Ensuite, bien entendu, si je fais un tableau, par exemple, et que je l'exporte en Excel aussi, ben là, on va garder autant que faire se peut la structure même du tableau et voir même aussi son look, ses couleurs, etc. Donc là, c'est effectivement ce qu'on retrouve. Voilà, sa structure croisée, voilà, ses petites couleurs d'en-tête, etc. Comme on l'a configuré dans Dictash. Je vais retirer quelques filtres. On va rester d'ailleurs, non, on va rester sur France, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait plein d'exports, mais des exports un par un, j'ai envie de dire graphique par graphique. Très souvent, on va vouloir faire des rapports un peu plus importants avec, par exemple, un rapport PowerPoint ou PDF avec plusieurs pages, etc., qu'elles soient en mode avec des sections automatiques ou tout à fait préparées à l'avance. Donc ça, pour répondre à cette problématique, on a ce qu'on appelle la fabrique de documents. La fabrique de documents, elle peut être PowerPoint, elle peut être PDF, elle peut être Excel, elle peut être HTML aussi, par exemple. Mais c'est le même principe pour tous. Donc ici, je vous montre en PowerPoint. Voilà, gardez à l'esprit que ça sera le même principe pour tous les autres formats. Donc, je vais faire ça. Si on regarde effectivement dans mon dossier, j'ai préparé un modèle PowerPoint. Donc un modèle PowerPoint, vous faites comme vous avez l'habitude de faire quelque part. Surtout même si vous avez un thème PowerPoint, par exemple, ou autre, vous pouvez le reprendre. Comme ça, il a déjà les bonnes couleurs, les petits logos, les images en filigrane, etc. Donc, il sera comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude de le voir. Et après, vous allez simplement faire du glisser-déposer d'objets Digdash dans les différentes slides, d'accord? Pour le préparer, finalement, ce modèle. Donc, moi, je prépare un modèle où il y a 4 diapos, 4 pages, et puis il y a un certain nombre de graphiques sur toutes les pages. Ok. Une fois que j'ai préparé ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans ma page de synthèse un petit lien ici, un petit bouton finalement, télécharger le PowerPoint. Donc, lorsque je clique dessus, on reprend ce modèle-là que je vous ai montré et on va remplacer à l'intérieur les graphiques qui étaient attendus. Donc, si je l'ouvre, effectivement, je retrouve mon PowerPoint avec les graphiques qui ont été injectés aux endroits indiqués. Il a même compris, vous le voyez, que j'étais filtré en France au moment de faire l'export, au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour générer ce fichier-là. Et il a injecté du coup au passage ce filtre sur la France parce qu'il était bien sûr compatible avec les objets que je souhaitais montrer dans le PowerPoint. Donc c'est bien la revue de gestion pour la France ici que je retrouve en résultat. Voilà pour les fabriques de documents. Encore une fois, là, je vous ai montré un exemple en PowerPoint. Ça peut être en PDF, en Excel, plus avec des tableaux, bien sûr, dans Excel, et en HTML, très pratique pour envoyer des mails, par exemple, un peu comme des newsletters avec des rapports intégrés dedans, etc. Ces rapports-là, depuis tout à l'heure, je les produis
en cliquant sur des boutons dans mon tableau de bord. On peut bien sûr automatiser tout ça. Je peux dire, par exemple, le rapport que je vous ai montré à l'instant pour PowerPoint, je peux très bien le configurer pour qu'il soit envoyé tous les lundis matin à une liste de collaborateurs par email. Je pourrais même aller plus loin, je pourrais dire oui, on envoie une liste de collaborateurs par email tous les lundis matin si mon chiffre d'affaires a baissé de 20% par rapport à la semaine précédente. Donc là, j'introduis en plus une notion de condition sur la donnée pour dire ou pas si le mail doit partir tous les lundis matins. De cette manière, on fait de l'alerting finalement. Et donc, si c'est la condition est remplie, les collaborateurs recevront le mail avec, bien entendu, le rapport en pièce jointe de ce mail. On va maintenant parler d'un autre moyen de partager de l'information entre utilisateurs Bigdash, ce sont les commentaires, en fait, les commentaires contextuels. Donc, on va reprendre ce cas de figure ici. Donc, je suis en France et puis en plus, j'ai filtré par l'année 2020. Et donc là, je vois qu'au niveau des budgets, on dépasse de beaucoup quand même. Hein, on dépasse le budget de 300 euros. Donc, je vais le mettre. Je vais rajouter un commentaire qui va dire que le budget est dépassé. Voilà, avec des points d'exclamation pour un effet dramatique. Et je valide. Voilà. Donc là, je vois qu'effectivement, Jean, tel jour, telle heure, a rajouté ce commentaire-là. Maintenant, je me déconnecte. Je vais me connecter avec un autre utilisateur qui a le droit au même tableau de bord, finalement. J'arrive, pour l'instant, je ne vois rien de particulier au niveau des commentaires. Par contre, je me remets dans le même contexte, c'est-à-dire que je vais en France et puis je vais filtrer en 2020. Là, j'ai réuni le même contexte, finalement, j'ai retrouvé le même contexte, donc je vois le commentaire de Jean qui apparaît, qui dit, ah ben voilà, le budget est dépassé effectivement. Et donc effectivement, moi je vais me rendre sur ma page comparaison, là où il y a les budgets en l'occurrence, et puis je vois effectivement, oui, il est dépassé de beaucoup. Voilà. Voilà pour les commentaires qui peuvent être contextuels. Bien sûr, ici, je ne suis pas obligé de connaître le contexte forcément, tous les contextes liés aux commentaires. Je peux le faire dans l'autre sens quelque part. J'affiche tous les commentaires, je vois le commentaire de Jean, et grâce à cette petite interaction ici, j'applique le contexte pour lequel il avait du sens, pour lequel il avait été prévu. Donc ça marche aussi dans ce sens-là. Je me déconnecter, je vais me reconnecter avec Jean pour continuer la démonstration et on va aller dans la page analyse, dans la page simulation. D'abord. La page simulation, de façon très vite, ça démontre une chose dans Digdash, c'est que déjà quand on modélise la donnée dans Digdash, on va pouvoir y ajouter des calculs notamment si on le souhaite. Et ces calculs, on peut y ajouter des variables à l'intérieur. Ces variables, ça peut être une valeur par défaut, un minimum, un maximum si on le souhaite, et un pas d'incrémentation par exemple. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait dans cette page-là. En fait, on a deux courbes qui se superposent par défaut à l'initialisation, mais une qui représente les coûts dans ma devise naturelle qui est l'euro, et l'autre qui me représente les coûts en dollars après conversion par rapport à un taux euro-dollar. Et ce taux euro-dollar, finalement, c'est cette variable qu'on a créée et qu'on souhaite simuler ici. Donc, vous le voyez, j'ai matérialisé sous forme de réglette et je peux maintenant donner une nouvelle valeur à ce taux euro-dollar afin que le tableau réagisse et montre les nouveaux résultats finalement par rapport à cette nouvelle valeur. Okay. Donc, même si c'est du temps réel et de la simulation, rien ne m'empêche après de profiter des interactions propres à mon graphique. Par exemple, ici, je peux naviguer dans la dimension temporelle parce qu'il avait été prévu pour ça, etc. Donc, il va continuer à fonctionner comme n'importe quel autre graphique, si ce n'est que là, en plus, il va montrer les résultats qui se basent sur une variable en l'occurrence. Ça pourrait être aussi une infinité de variables utilisées dans un ou plusieurs indicateurs, dans un ou plusieurs graphiques, etc. Il n'y a pas de limite à l'utilisation de cette fonctionnalité. On va aller maintenant à la page analyse, analyse ad hoc. Donc ici, maintenant, on met un pied dans ce qu'on souhaite donner aux utilisateurs intermédiaires, dont j'ai parlé tout à l'heure dans les slides. L'utilisateur intermédiaire qui veut un peu plus de latitude pour créer ses propres rapports, par exemple. Donc, j'ai parlé de Self-Service BI. Dans le Self-Service BI, il y a l'analyse ad hoc qu'on est en train de voir là. Il y a la requête en langage naturel qu'on va voir juste après. Donc, l'analyse ad hoc, qu'est-ce que c'est? On part d'un tableau. Très souvent, on préfère partir d'un tableau parce que c'est plus flexible en termes d'analyse pour un utilisateur qui veut croiser beaucoup d'éléments ensemble. On va pouvoir ici
à disposition, on va avoir tous les objets qui composent le modèle de données. Les objets orientés métier qui ont été préparés par quelqu'un qui connaît la data. Donc, il a enrichi en plus la donnée. Il y a des hiérarchies, par exemple, sur certaines dimensions. Il y a des calculs qui ont été faits déjà à l'avance et que je peux utiliser aussi directement dans mon analyse, etc. Donc maintenant, j'ai simplement, en tant qu'utilisateur, besoin de faire glisser des éléments dans ce tableau pour constituer l'analyse, la structure que je souhaite voir. Par exemple, ici, géographie, moi, je m'intéresse au niveau des pays. Je vais simplement, voilà, pris le pays et les fait glisser dans le tableau. Et on voit d'ailleurs que les coûts se sont recalculés. Ici, l'indicateur coût s'est recalculé en fonction de cette nouvelle ventilation. Si j'enlève mes dates, voilà, j'ai plus que les pays. Le coût s'est recalculé. Je veux maintenant ventiler par mes téléphones. Je le rajoute. J'ai maintenant mes coûts par pays, par téléphone. On va rajouter les durées aussi d'ailleurs, parce que moi je m'intéresse aux durées des communications et je les ai ici. Alors on voit que les durées elles sont sommées par défaut, ce qui ne va pas beaucoup. Donc je vais changer sa technique d'agrégation et je vais dire que je veux de la moyenne plutôt. Donc maintenant j'ai mes moyennes par pays, par téléphone. Parfait. Maintenant, admettons que je veuille sommer, grouper ensemble tous les téléphones par pays, avoir une ligne qui les regroupe. Donc je vais faire ici un clic droit sur mes téléphones et dire que j'ajoute un total. Donc maintenant, je vais une ligne totale qui s'insère à chaque fois et qui me reprend, qui me ressomme finalement, ou qui me refait la moyenne d'ailleurs au niveau du pays qui le compose. On va rajouter un total aussi au global tout en haut afin d'avoir vraiment le chiffre entier pour tous les pays, tous les téléphones confondus ici en l'occurrence, et la moyenne globale des durées aussi ici. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va adresser un cas d'école. Hein. Je veux comparer mes coûts à l'année précédente, mais pas n'importe quelle année, à une année que je vais choisir dynamiquement dans mes filtres ici. Donc pour ça, en fait, je vais faire une formule, mais j'ai pas besoin de connaître la formule ou d'avoir beaucoup de complexité là-dedans. Je peux aller dans mes transformateurs directement, choisir année moins 1, je fais glisser sur les coûts, il me donne un nom qui me va bien et je le valide. Maintenant, j'ai un indicateur coût année moins 1 qui est censé me renvoyer les coûts à l'année précédente que j'aurais sélectionné. Donc, je vais le mettre d'ailleurs voilà, dans l'ordre, coût année moins 1 et coût. Pour l'instant, ils sont strictement identiques et pour cause, je n'ai pas choisi de date. Mais si je vais choisir par exemple 2020, alors ici, bah, j'ai mes coûts en 2019 et j'ai mes coûts en 2020. Ça marche si je choisis une période aussi particulière. Je prends du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020. J'ai maintenant ici du 1er janvier au 1er juillet 2019 comparé au 1er janvier au 1er juillet 2020. Okay. Maintenant, il n'y a plus qu'un pas, je pourrais faire une fonction de progression. Là aussi, je n'ai pas besoin de connaître la formule, même si elle n'est pas très compliquée. Donc, je dis que c'est entre les coûts n-1 et les coûts, et que c'est du pourcentage. Je valide, j'ai maintenant un taux de progression. Et donc, si je reviens en 2020, par exemple, ben, je sais qu'entre 2019 et 2020, j'ai augmenté mes coûts de 1,13% par exemple au global, et puis après, je vois tout le détail que je souhaite. Si je veux effectivement rajouter encore une donnée en plus et que je veux l'information en plus par département de mon entreprise, je vais les rajouter ici et j'ai maintenant voilà mes taux de progression, mes coûts, mes collègues moins 1, etc. par pays, par téléphone et par département ici en l'occurrence. Ensuite, on peut passer à une édition plus cosmétique de mon tableau. Je peux dire, par exemple, suivant des conditions, ou le formater de certaines manières. Par exemple, je veux que les Apple iPhone ressortent en bleu clair et puis que les, je sais pas, que les Samsung Galaxy, par exemple, ressortent en, je les trouve plus, ils sont là, justement, voilà, ils ressortent en violet. Voilà, donc là, je rapporte du formatage à mon tableau, suivant des conditions, etc. Et je peux comme ça, voilà, rajouter plein d'éléments aussi. Passons rapidement aussi sur le fait que on va pouvoir aussi avoir plein d'options d'analyse supplémentaires, pas que faire changer les agrégations, mettre un total à la fin au début, on va pouvoir rajouter des filtres, rajouter des tops, des bottoms, je veux les 5 meilleurs pays par rapport au coût, rajouter des intervalles, je veux tous ceux qui génèrent entre 10 et 20 de communication en moyenne au niveau des durées, faire des tris par rapport à une mesure ascendant, descendant, etc. Rajouter des interactions ici. Par exemple, j'ai une hiérarchie, donc je pourrais dire que je rajoute l'interaction de naviguer dedans. Et donc maintenant, lorsque je clique sur un pays, je descends aux régions qu'il compose. Okay, de manière très simple aussi. Même si c'est un tableau et une analyse ad hoc faite en temps réel, rien ne m'empêche après de profiter des options aussi d'exportation comme on l'a pu le voir sur n'importe quel autre graphique jusqu'à maintenant. On va pouvoir aussi, si on est particulièrement content de notre analyse,
pourquoi pas la sauvegarder. Donc, sauver une vue. Je peux faire le choix de la partager ou pas avec d'autres utilisateurs, par exemple. Et lorsque je reviendrai dans mon tableau de bord, voilà, j'aurai accès aux différentes vues que j'ai sauvegardées à des instants précédents. L'analyse ad hoc peut se faire sur un tableau croisé, un graphique, peu importe le choix de visualisation qu'on fait, ça sera toujours le même principe. C'est juste que moi, je vous ai montré sur un tableau simple, parce que je préfère les tableaux simples, je trouve ça plus lisible, mais ça peut être effectivement sur des tableaux croisés, sur des graphiques, etc. Il n'y a pas de limitation particulière à ça. On va maintenant passer à l'onglet questions pour finir. Et là, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir interroger ces données en langage naturel. Donc, l'idée ici, par exemple, je tape que je veux les coûts par type de ligne. Le moteur va chercher et me proposer plusieurs résultats. Le premier, normalement, est le plus pertinent. Et lorsque je clique dessus, il me génère en temps réel un graphique qui est censé répondre à ma question. Le graphique n'existe pas à l'avance. Et donc, il y a un certain choix après intelligent aussi qui est fait du graphique. Bah là, par exemple, type de ligne, il y a peu de membres différents dedans. Il y a 3 membres, donc on propose plutôt effectivement de les comparer comme ça sur un graphique en barre. Par exemple, si j'avais dit que je voulais les coûts par année, alors effectivement, on propose plutôt un graphique en courbe parce que c'est comme ça qu'on représente de l'information lorsqu'il y a une notion effectivement de dimension continue, comme on l'appelle, ou de time series, par exemple. Maintenant, je peux aussi imposer un certain nombre de choses. Je veux ici les 3 meilleurs coûts par région et par année. Et en plus, je dis que je veux du graphique en colonne. Donc là, j'ai imposé un certain nombre de paramètres quelque part. Et du coup, là, je parviens quand même à me restituer ce graphique-là qui correspond mot pour mot à ma requête. Après, est-ce que le graphique est pertinent ou pas? Ça, c'est un autre débat, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a bien respecté ce que je voulais lui dire. Et par exemple, si je décide, non, je veux pas en colonne, je veux plutôt en secteur pour changer, par exemple. Voilà, je le fais tout de suite et il me génère une autre réponse qui est la même finalement en termes d'analyse, mais plutôt sous une forme de graphique en secteur, qui peut être plus facile à lire, peut-être pour certaines personnes. Voilà, avec un secteur par année notamment. Si j'en suis là aussi, encore une fois, satisfait de cette analyse, je peux très bien l'enregistrer de manière définitive pour la placer après sur une page de tableau de bord, là aussi, et qu'elle soit accessible à tout le monde de manière un peu plus pérenne, on va dire. Si c'est pour des besoins ponctuels, voilà, c'est ma réponse, je peux passer à autre chose, par exemple. Voilà, il est 11h55, on va s'arrêter là pour cette démonstration. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, j'en ai pas vu encore, donc je vous laisse quelques secondes pour rédiger vos questions s'il y en a qui en ont. Sinon, on arrêtera là. Je vais attendre un tout petit peu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Attends encore quelques secondes parce que je sais que ça peut être long de rédiger des questions si elles sont complexes. Donc, prenez votre temps, rédigez votre question, on va regarder. Alors peut-être s'il n'y a pas de questions et vu qu'il reste quelques minutes quand même, on va juste passer sur une dernière fonctionnalité qui est l'assistant de création de tableau de bord. Je vous en parlais tout à l'heure, ça fait partie de la donnée en libre service. C'est une sorte de parcours pour l'utilisateur intermédiaire qui lui permet en quelques clics, en quelques étapes de faire un tableau de bord sans passer par une application plus complexe qui pourrait être le studio parce qu'il n'a pas forcément les connaissances particulières non plus pour aller dedans. Donc l'idée est la suivante. Donc, je vais effacer quelques éléments que j'ai fait auparavant. Et on va aller effectivement dans le menu assistant de création de tableau de bord. Donc la première étape, on propose d'aller choisir un fichier. Donc je peux aller choisir un fichier sur ma machine, un modèle de données déjà existant, pourquoi pas, ou une source de données de démo, donc il y a un fichier Excel. Donc une fois qu'il est chargé, bah, j'ai déjà une prévisualisation, par exemple, qui permet de regarder si c'est bien la donnée que je voulais importer, et je peux passer au mode édition du modèle de données. Alors édition de modèle de données, elle me propose plusieurs choses assez simples. Bah, déjà de transformer si je veux certaines colonnes. Je sais pas, par exemple, les produits, je veux tout convertir en majuscules pour une raison obscure, par exemple. Et après, je peux passer un petit peu plus à l'édition du modèle de données. Donc, rajouter de l'information, de la métadonnée qui peut servir ensuite dans l'analyse. Par exemple, ici, ben, je veux un CA à l'année -1, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, je rajoute ici.
j'ai maintenant un calcul qui me renverra le CA à l'année -1. De la même manière, je vais faire mon fameux taux de progression aussi, maintenant que j'ai le CA à l'année -1. Voilà, c'est le pourcentage aussi. Donc là, j'ai enrichi mon modèle de données avec deux indicateurs, deux nouveaux calculs que je pourrais utiliser après à façon dans n'importe quel graphique que je vais produire. Et juste pour finir au niveau du modèle, bah, je vois qu'effectivement, entre produits et famille de produits, il y a une hiérarchie. Donc, je vais rajouter une hiérarchie, très simplement, et je vais dire que au-dessus des produits, il y a des familles. Voilà. Et là, je définis ma hiérarchie des produits de cette manière-là. J'ai fait mon modèle, il est très bien comme ça. Donc maintenant, je vais passer à l'édition d'un tableau de bord. Là aussi, pour faire un tableau de bord, je vais pas m'embêter à placer les éléments et tout. Je vais prendre déjà un modèle qui existe. Hein. Je vais prendre ce modèle avec quatre graphiques, par exemple, et je vais voir ce qu'on me propose. Ici, on me propose, bah, ça serait pas mal de faire une analyse de tendance parce qu'il y a de la date et il y a des indicateurs. Donc oui, effectivement, je vais le faire. Ce serait pas mal de faire une carte aussi, avec le CA par région. Je vais faire une petite tuile parce que j'aime bien les tuiles, moi, simples, avec le CA-1 et la progression, par exemple. Et puis, je vais faire une analyse libre, je vais faire un secteur avec mes familles de produits et mon chiffre d'affaires. Je le valide. Maintenant, j'appelle ça mon tableau de bord vente, par exemple, et je fais terminer et construire. Et maintenant, effectivement, il m'a construit un tableau de bord avec quelques graphiques que je lui ai demandé de faire. Il a, vu que j'ai choisi un modèle particulier, il y a quelques emplacements qui me permettent, bah, par exemple, ici de mettre des filtres, pourquoi pas. Ici, je mets mes filtres. Je vais pouvoir aussi, si je souhaite, modifier un petit peu certains graphiques s'ils me correspondent pas tout à fait. Par exemple, ici, moi, j'aimerais profiter de la hiérarchie que j'ai faite. Donc, je vais dire que je vais sur la hiérarchie des familles et que lorsque je clique, ça navigue. Donc maintenant, si je clique sur charcuterie, bah, je vois effectivement tous les produits qu'il compose. Je remonte, etc. Donc maintenant, j'ai fait mon tableau de bord qui me correspond effectivement bien. Je vais juste changer la date pour le mettre au niveau des années, voilà, et dire que je choisis, en l'occurrence, voilà, d'impacter certains graphiques de la page et de choisir le dernier élément par défaut. Voilà, là mon tableau de bord il me plaît bien. Je vais voir ce que ça donne dans nos consultations. J'ai effectivement maintenant l'année 2019 qui est choisie par défaut. Donc voilà, je vois mon camembert ici qui me permet d'aller filtrer, par exemple, ben, je veux voir tout ce qui est billetterie, moi, et puis aller spécifiquement aux États-Unis. Donc maintenant, en quelques clics, de manière très interactive sur mes graphiques, j'ai choisi un contexte particulier. Voilà, les États-Unis, la billetterie. Je vois l'évolution du coût du chiffre d'affaires ainsi en particulier, et je peux même aller dans le détail. Je veux 2018 et le trimestre 2 en particulier. Voilà, etc. Donc, on voit l'assistant de création de tableau de bord permet pour un utilisateur qui n'a ni connaissance data particulière ni informatique de créer en quelques clics, de manière très simple, un tableau de bord qui reste quand même puissant, très interactif, à partir d'un fichier qu'il aura sur sa machine ou d'un modèle de données qu'on lui met à disposition. Voilà, là j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je vais vous montrer pour cette première approche, ce premier contact avec Big on va dire. Il n'y a pas de questions particulières, donc je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à très bientôt du coup. Et merci pour votre attention. Au revoir.